Bonjour à tous et bienvenue dans Un jour, une discipline. Aujourd'hui, place aux grands espaces et à la vitesse avec le polo. Alors, j'ai à mes côtés une équipe de choc. Alors, Philippe Perrier, vous êtes directeur technique national du polo. Bonjour. Et à ma gauche, j'ai Pierre-Henri Ngoumou. Bonjour Pierre-Henri, vous êtes joueur émérite, handicap 5. Merci, bonjour. Alors, pour commencer, je vous propose de découvrir quelques rudiments en coulisses avec Pierre-Henri qui nous a accueillis ce matin aux écuries. Allons-y. Alors voici par exemple Kamba, qui est une jument argentine, croisée argentine et croisée pur sang. C'est-à-dire que la mère est argentine, c'est une mère qu'on avait importée d'Argentine, et le père est un cheval pur sang. Donc cette jument-là est née en France à la maison, elle a 5 ans et elle a les critères importants pour le polo, c'est-à-dire pas trop grand. Au polo, on veut des chevaux autour d'1m55, 1m58, maximum 1m60, assez courts, avec une encolure courte, qui permet une grande maniabilité et qui leur permet d'être pratiques et maniables. Ce qu'il faut aussi, c'est un cheval trapu, donc elles sont assez costauds, c'est ce que leur apporte le sang argentin, et aussi le calme. Le pur sang apporte la vitesse, la maniabilité, mais le côté argentin apporte le calme, parce qu'au polo, bien sûr, on va vite, mais il faut aussi beaucoup de sang-froid pour que le cheval puisse rester jouable pendant toute la période. C'est 7 minutes, c'est pas comme une course où on veut juste courir 1 minute à fond. Il faut un cheval qui puisse respirer, se calmer, patienter pour attendre les ordres du cavalier. Au polo, d'abord, on tourne la crinière parce que ça gênerait le cavalier avec les rênes. On joue avec 2 paires de rênes, ou des rênes simples, ou une paire de rênes simples et une paire de rênes allemandes. Donc il faut pouvoir manier les rênes facilement sans la crinière. Les membres sont protégés avec des bandes de polo qui permettent, de soutenir les articulations, les tendons, les boulets, et ensuite d'éviter les coups, que ce soit les balles, ou les maillets, ou les collisions entre chevaux éventuellement. Et enfin, les queues sont nattées pour permettre au joueur de faire son swing sans que la queue vienne interférer dans le swing du maillet. Une selle, c'est une selle assez originale. Ce n'est pas les mêmes selles qu'en jumping ou en discipline. On a une sangle toute simple, une sursangle de sécurité. À la vitesse où on va, parce que normalement un terrain fait 300 mètres sur 200 mètres presque, il faut être sûr que si la sangle lâche, on a une sécurité. Et une bricole qui permet à la selle de ne pas reculer. Et les embouchures, ce sont des releveurs ou des pélames. Alors les gens souvent pensent que c'est des embouchures très dures, mais ça dépend beaucoup de la main du cavalier. Et à la vitesse où on va, c'est juste qu'un mort simple et parfois pas assez fort pour que le cheval puisse répondre de manière précise à l'ordre qu'on lui impose. Il faut que les chevaux puissent tourner vraiment sur une pièce de monnaie, il faut qu'ils puissent accélérer et puis qu'ils puissent changer de direction et même s'arrêter sur 5-6 mètres. Donc on joue avec ça, un releveur avec une muserolle française qui tient la martingale et une muserolle allemande qui permet de fermer la bouche du cheval. Donc en fait on a des petseros, ce qu'on appelle dans le jargon du polo, l'équivalent de groom, qui peut être des garçons ou des filles, aujourd'hui c'est une fille, Maxi, qui en fait nous accompagne, qui amène les chevaux au terrain, qui les échauffe pendant que nous jouons et qui les prépare. En fait, on vient en général avec 2 ou 3 selles au terrain et quelques brides, et la selle du premier cheval va sur le 3e cheval et la selle du 2e sur le 4e. C'est comme ça qu'on enchaîne. Donc ça demande un rythme assez rapide, assez soutenu, et il faut pour ça 1 voire 2 grooms par match. Parce que sur un match, il faut entre 5 et 6 chevaux minimum, parce que c'est 4 périodes de 7 minutes, ou parfois 5 voire 6 périodes de 7 minutes. Alors au polo, on joue avec un casque spécial. Ça, c'est les casques de polo qui peuvent aussi être homologués avec 3 points. C'est mieux. Les bottes de polo, qui sont des bottes en cuir, assez épaisses, pour les chocs entre les chevaux. Des genouillères qui protègent des chocs. Les maillets, qui varient de taille en fonction de la taille du cheval. La tête du maillet, qu'on appelle le cigare, ne varie pas. C'est juste la canne qui est plus ou moins longue en fonction de la taille du cheval. Pour un petit cheval, on prendra un maillet 50. Pour un grand cheval, on prendra un maillet 53. Maintenant, on joue avec des jeans de polo, des jeans blancs qui sont assez épais et qui permettent de jouer sans avoir mal avec les frottements sur la selle ou quoi que ce soit. Alors Pierre-Henri, vous nous parlez du rythme effréné des petesiros au bord des lisses, mais pour les cavaliers, ça a l'air d'être aussi un rythme assez soutenu. C'est vrai que c'est un rythme soutenu, surtout que dans le terrain, dans le polo en aréna, il y a ce qu'on appelle le parbot qui lui permet... Alors ça, c'est en indoor. En indoor. Il y a 2 versions, en indoor et en extérieur. Voilà. Et en indoor, la balle est presque tout le temps en jeu, on a pu voir ça aujourd'hui. Et donc ça demande une condition physique assez soutenue parce que la balle est toujours en mouvement et il n'y a pas d'arrêt de jeu presque.
Donc ça, c'est et à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales règles, justement, donc pour qu'on se rende compte du rythme? Alors à l'extérieur, la règle principale, c'est la ligne de la balle, qui est une ligne imaginaire qui va parallèle au cheval et qui part de la balle, et que les adversaires n'ont pas le droit de traverser, ni adversaire ni coéquipier. Et à partir de cette ligne-là, les actions vont dans un sens ou dans un autre avec ce respect de cette ligne. C'est la règle de sécurité la plus importante. Et comme le terrain est très grand et que les goals aussi sont grands, la balle peut aller très vite et très loin, et ça demande un rythme soutenu très rapidement. Alors, les règles globales, le temps, la durée d'un match, le nombre de joueurs, pour remettre, parce qu'on ne se souvient pas toujours. Alors, il y a une chose qui perturbe régulièrement les spectateurs, c'est que à chaque fois qu'on marque un goal, pour nous c'est des goals au lieu d'être des buts dans d'autres sports, c'est qu'on change de terrain. Donc les spectateurs souvent ne comprennent pas pourquoi on va marquer d'un côté, puis tout de suite après, la même équipe va marquer dans l'autre sens. Elle se dit, mais il va marquer contre son camp. Donc ça, c'est une chose importante pour les spectateurs. Sinon, un match peut se jouer entre 4 jusqu'à même 8 périodes. Actuellement, il se joue en Argentine, la plus grosse épreuve de polo, l'Open de Palermo, qui se joue en 8 périodes. Donc là, il faut un maximum de chevaux. Mais vous avez aussi des tournois pour des débutants qu'on joue entre 2 ou 4 périodes avec un seul cheval, c'est-à-dire des périodes de 4 minutes ou des périodes de 10 minutes avec des débutants. Donc, on adapte en fonction du jeu. Donc, normalement, c'est 4 à 5 chevaux par cavalier? En général, dans ce qu'on appelle medium et high goal, oui. Mais comme disait Philippe très justement, le polo est en train de se développer et maintenant on peut faire des matchs presque aussi longs qu'un match normal, puisque c'est 4 fois 4 minutes au lieu de 4 fois 7 minutes avec un seul cheval. Non, pas 4 fois 7 minutes avec un seul cheval. Minutes. Oui, 4 fois 4, oui, 4 fois 4. Mais ce qui est important, parce qu'on arrive, par exemple, avec entre 6 et 8 équipes, même un peu plus si on veut, on arrive à faire un tournoi en l'espace d'une journée pour des débutants et qui se retrouvent, qui jouent les uns contre les autres. En 4 fois 4 minutes, ben on a fait 3 heures de jeu, sans être pendant 3 heures à cheval, bien entendu, mais ça permet d'avoir un tournoi très convivial pour des débutants. Donc, puisqu'on parle d'enseignement en fait et d'apprentissage, on va voir sur les images qui ont été tournées aujourd'hui au Salon du Cheval, notamment quelques coups. Alors, je vais vous laisser les commenter parce qu'effectivement, vous avez offert grâce aux Jeux équestres mondiaux aujourd'hui une démonstration du polo. Alors, on avait avant le coup droit. Là, c'est le back à droite. Et là, c'est le back à gauche qui va jouer. On n'a pas vu le revers à droite. Alors peut-être on va avoir l'occasion sur ces images d'avoir d'autres types de Là, coups. c'est le coup droit que vous voyez. Peut-être que Pierre-Henri a des choses à rajouter. Voilà, donc c'était des initiations. Hein. Voilà. Après, certainement, on va voir le revers. Non, c'est pas le revers, c'est le back à droite. Ce qu'on voit, c'est que c'est un peu le côté magique de ce sport, c'est que la plupart des cavaliers n'étaient jamais venus faire des cours de polo et que grâce, un, au dressage des chevaux, deux, au côté pratique et presque facile de ce sport, on peut très vite s'amuser et commencer à taper la balle après ne serait-ce 10 minutes d'entraînement. D'accord, parce que ça paraît pas évident, ça paraît assez technique comme ça. Alors si on est cavalier, on peut s'y mettre quand même assez facilement. Oui. C'est quand même assez abordable. C'est assez simple puisque les chevaux sont, comme je disais, très bien dressés et que très vite on se laisse embarquer par le jeu et puis taper la balle. Bien sûr, on tape jamais la balle parfaitement, ça demande beaucoup de temps et de travail, presque même une vie. Mais très vite, on peut commencer à avoir des bonnes sensations, ne serait-ce que de vitesse sur le terrain, et c'est très vite captivant. Et je crois qu'au Polo Club de Chantilly, d'après ce que j'entendais ce matin, vous mettiez même à cheval, parce que vous avez plusieurs casquettes, Philippe, c'est ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure. Vous êtes également directeur du Polo Club de Chantilly et de Deauville. Et donc, vous initiez des gens qui ne sont même jamais montés à cheval, des non-cavaliers. Ah oui, on a pas mal de joueurs qui se mettent à cheval en même temps que ils veulent apprendre le polo. Ce qui n'est pas tout à fait logique, mais c'est sûr qu'on peut faire les deux en même temps. C'est le côté ludique. Alors vous qui êtes un nouvel enseignant de polo, j'ai appris ça tout à l'heure.
Ce côté ludique permet justement un accès facile en fait à la pratique de l'équitation. En effet, parce qu'en fait, comme très vite on peut commencer à taper la balle, on accroche très vite avec ce sport et ensuite c'est juste du perfectionnement qui permet au fur et à mesure d'avancer. Et c'est vrai que pour jouer du haut niveau, il faut en effet avoir fait beaucoup de travail d'équitation et de travail d'entraînement, mais on peut très vite faire un petit match, faire un entraînement en sécurité et dans de bonnes conditions. Oui, je pourrais même rajouter, on fait des initiations pour des entreprises, nous, au polo de Chantilly, et on s'aperçoit que des personnes qui ne sont jamais montées à cheval, on leur met un maillet entre les mains et on leur dit il faut aller taper la balle, et du coup, il n'y a plus d'appréhension du cheval, ils pensent qu'à taper la balle, ils ont complètement oublié le cheval. C'est quelque chose qui captive les personnes et tout de suite, il y a l'appréhension du cheval qui a disparu. Et c'est assez magique à ce niveau-là. Alors c'est vrai que ça se pratique aussi avec des chevaux qui sont assez faciles, qui ont un bon mental et un bon dressage aussi. Hein. Ah oui, le cheval argentin d'école qui part d'un criollo au départ est un cheval qui d'abord aiment vivre en communauté, donc c'est pas en général nos chevaux ne vivent pas en communauté, et donc ils ont peur de rien et ils n'ont pas peur des maillets, des mauvais mouvements qu'une personne tout d'un coup peut avoir peur et lève son bras, bah ça ils savent, ils connaissent parfaitement, donc tout va très très tranquillement et ça donne confiance aux cavaliers, aux futurs joueurs. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de lieux d'apprentissage ? En France, bien sûr, notamment Chantilly, qui est le club numéro 1 où qui allie à la fois les joueurs débutants et les matchs et les tournois de haut niveau. C'est de loin, je pense, le club numéro 1 en France. Et ensuite, il doit y avoir d'autres clubs comme Paris et d'autres petits clubs en province qui s'ouvrent au fur et à mesure. Il y a 23 clubs, 23 ou 24 clubs actuellement en France. Et pratiquement tous les 3 mois, il y a un club de plus à l'heure actuelle. Donc, qui est en train de s'organiser. Bon, alors, ils n'ont pas tous une école de polo, mais c'est déjà un groupe de joueurs qui, tout d'un coup, se mettent ensemble pour faire un club. Et forcément, il y en a qui, très vite, veulent créer une école de polo pour leur région. Et il y en a un petit peu dans toute la France. Donc, c'est ce qui est important. Il est gentil de me faire la pub pour le Polo Club de Chantilly, mais il y a aussi, de partout en France, des pôles d'attraction polo. Et notamment aussi dans les clubs hippiques de la Fédération française d'équitation, qui montent des sections polo. On a fait, nous, des tournois moniteurs Fédération française d'équitation, qui permettaient aux moniteurs de connaître le polo. Et j'aimerais vous dire qu'ils se régalent. Hein, quand ils viennent monter nos chevaux et qu'ils viennent faire un petit match, tout de suite, eux sont très cavaliers. Et de taper la balle, ça s'apprend très rapidement. Alors le polo n'a pas la réputation d'être très abordable. Alors techniquement, a priori, ça peut être fait, mais en termes financiers, est-ce que c'est aussi abordable qu'une leçon d'équitation ? Non, c'est pas aussi abordable, mais disons que actuellement, vous avez des écoles de polo qui proposent des leçons de polo aux alentours de 60 € l'heure et demie, avec une petite période de jeu à la fin. Donc c'est très 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 ludique. Mais c'est vrai qu'on est loin du 20 € des centres équestres. Mais dans certains centres équestres, je sais qu'il y a moyen de commencer le polo à des tarifs encore plus abordables que le tarif que je vous donne, qui est le tarif du polo de Paris. Donc c'est en train de se développer avec le développement, la démocratisation suivra probablement. Tout à fait. Alors vous avez quoi comme circuit de compétition ? Circuit de compétition, au niveau national, j'entends. National. Bon, aujourd'hui, si on commence par rapport au début de l'année, il y a les tournois sur neige qui ont lieu pratiquement le mois de janvier et début février. Et puis très rapidement, l'hiver, il y a certains clubs qui sont équipés pour avoir des terrains d'aréna ou de sable où on peut jouer et taper la balle et faire des practices pendant tout l'hiver. Et puis après, arrive le printemps et là, c'est la pleine saison de polo pour tous les joueurs licenciés de France. Alors on va en profiter justement, on a quelques images justement du dernier Open de Chantilly. Oui. Donc je vous invite à nous commenter justement pour qu'on se rende compte en situation réelle. Alors Pierre-Henri participait à cet Open de France, il y avait une équipe, alors là c'est le tournoi féminin. Tournoi féminin, l'Open de France féminin. Qui montre vraiment la mixité de ce sport. Et c'est vrai que c'était très intéressant parce que cette année, il y avait beaucoup de joueuses professionnelles
de très bon niveau et tout le monde était impressionné par la vitesse de ce jeu. Alors qu'il y a peut-être 5-6 ans, il n'y avait pas autant de femmes qui jouaient au polo à ce niveau-là. Dans les équipes, ça peut être mixte? Oui, tout à fait. Là maintenant, on voit la finale de l'Open de France qui opposait 2 équipes de très bon niveau. L'Open de France, c'est un des plus grands tournois de France actuellement. Et nous tous, joueurs professionnels ou amateurs, on rêve tous de le gagner au moins une fois. Et alors là, c'était une équipe allemande qui venait de Hambourg contre une équipe qui est stationnée ici, aussi bien à Deauville qu'à Chantilly. L'équipe La Quinta, avec son capitaine Alexandre Starkman, qui joue là aujourd'hui, qui a joué aujourd'hui avec justement Pierre-Henri. D'accord. Un jeune capitaine d'équipe qui adore le polo et qui vraiment s'inscrit dans les meilleurs tournois français. Alors le capitaine de l'équipe n'est pas toujours forcément le meilleur joueur ou le joueur de référence? Non, le polo actuellement, même au haut niveau, se joue avec un amateur et des professionnels, ou alors des amateurs avec un professionnel. Ça dépend le niveau du tournoi. Et là, on arrive au plus haut niveau qu'on peut jouer en France. Et là, c'est un capitaine d'équipe qui joue avec trois joueurs, entre guillemets, professionnels. D'accord. Alors le but du jeu étant d'avoir des joueurs qui aient le meilleur handicap possible, c'est ça? Tout à fait. En fait, c'est que pour évaluer le niveau d'un tournoi, il y a ce qu'on appelle un handicap, c'est-à-dire 15 goals, 16 goals. C'est-à-dire que la somme des 4 joueurs de l'équipe doit arriver à ce total. Le maximum à l'étranger serait 40 goals en Argentine, puisqu'il y a 4 joueurs handicap 10. En France, on est autour de 16 goals, parfois 20 goals, ce qui est déjà un bon niveau pour un tournoi qui mélange le joueur amateur au joueur professionnel. D'accord. Alors vous, par exemple, vous êtes handicap 5, ça correspond à quoi par rapport à un joueur argentin? Par rapport à un joueur argentin, on va dire que les joueurs professionnels sont entre l'handicap 2-3 et l'handicap 10. En France, en ce moment, on est 3 joueurs au total handicap 5. Et sinon, la plupart des joueurs amateurs dans le monde sont entre -1 et 1 handicap, je dirais. Tu as un amateur qui va jouer l'Open de Palermo, qui est 8 de handicap. Oui. Qui est canadien. D'accord. Mais bon, il a consacré même sa vie d'amateur, il l'a consacré totalement au polo. D'accord, donc c'est très difficile de monter ces handicaps. Comment on monte de handicap? Ce qu'il faut, c'est avoir, en tant que joueur professionnel, c'est avoir la chance de jouer dans de bonnes équipes, d'avoir de bons chevaux, parce que c'est l'essentiel. Au polo, il faut avoir plusieurs chevaux, comme dans toutes les bonnes disciplines. Vous jouez toujours avec les mêmes chevaux? Pas toujours avec les mêmes, mais entre avril et octobre, on sollicite presque les mêmes chevaux pour les grands tournois. Donc c'est très important d'avoir des bons chevaux, d'être dans de bonnes équipes, et puis d'avoir un peu de chance aussi. D'accord. C'est comme toutes les disciplines équestres, hein, c'est vraiment aussi le cheval est là, est prépondérant, et plus on a de bons chevaux à soi, meilleur on est, hein, ça c'est certain. Comment ça se gère une écurie? Parce qu'effectivement, là, vous en avez 4-5 par match, mais j'imagine qu'à la maison, vous en avez plus que ça. Pour une saison. Non, mais pour une saison. Oui, c'est vrai que pour une saison, il faut partir avec à peu près 15 chevaux à notre niveau pour être tranquille. Moi, mon activité, c'est de dresser, de lâcher les chevaux, d'élever. Donc, on a senti tout à l'heure dans la présentation. Il y a une masse de chevaux importante à la maison. On compte une centaine, mais en général, un joueur professionnel doit avoir 10-12 chevaux pour pouvoir faire une saison correctement. D'accord. Oui, parce qu'il joue dans différents niveaux aussi. Il va jouer le haut niveau, il va jouer le un peu plus bas, médium niveau et le bas niveau. Il est là pour justement soit jouer avec 3 professionnels et un amateur, soit jouer avec 2 amateurs et 2 professionnels, soit jouer avec lui et 3 amateurs. D'accord. Et c'est selon les niveaux. Alors comment ça se gère le travail de tous ces chevaux? Ça demande beaucoup de temps et d'assiduité. On est aussi aidé, donc, comme on disait, par les petzeros qui nous aident à entretenir les chevaux dans les meilleures conditions. Mais je crois qu'en plus, on peut les sortir par plusieurs. On les sort en lot. Comme disait Philippe, les chevaux de polo sont très faciles à manœuvrer. Ils ont un instinct grégaire qui fait qu'ils sont habitués à travailler en troupeau. Et on peut les sortir à la piste à 4, 5, 6, ce qui est assez unique comme technique. Et mais puis, vous faites du dressage pendant ce temps-là à 5, 6 Non, ça c'est l'entraînement. C'est parce que le travail de fond. La musculation, le fond. Ensuite, on travaille individuellement le cheval
pour lui faire travailler sa gymnastique comme un cavalier CSO avec un cheval normal. Donc ça va être quoi? Du stretching, ça va être ou du Ça va dressage vraiment? Non, ça avec va être des cercles, ça viennent- va être des accélérations, ça va être des changements de pied, ça va être des arrêts, des demi-tours. Tout ce travail-là qu'on fait à la fois sur un jeune cheval comme sur un cheval confirmé. D'accord. Et oui, on a fait aussi à l'intérieur de la fédération une formation justement de cavaliers soigneurs-entraîneurs de chevaux de polo D'accord. pour justement, puisque avant, disons il y a 10 ans, c'était pratiquement que les Argentins qui venaient. Et D'accord. on s'est aperçu que forcément, on n'avait peut-être pas les meilleurs cavaliers argentins pour dresser nos chevaux et qu'on a des cavaliers très performants en France grâce au galop, aux différents Bien sûr, galops. puis ça fait des débouchés en plus et ça supplémentaires fait- pour les cavaliers. Exactement. Et donc, l'engagement de la fédération, ça a été de créer justement des nouveaux cavaliers entraîneurs-soigneurs pour entraîner ces chevaux pour nos joueurs français. Alors on a beaucoup de joueurs en France? Il y a 1000 joueurs actuellement. 1000, on est à 1100, je crois, cette année. Quand on a ouvert Chantilly en 95-96, il y avait 350 joueurs en France. Donc on est en progression constante. Du reste, parce qu'il y a un grand nombre de clubs qui se sont ouverts et que chaque club, bien Et puis sûr, effectivement, l'aspect ludique qui permet l'apprentissage, la facilité, le jeu, c'est un abord aussi et puis qui doit séduire. grâce à vous aussi. Vous êtes prépondérant aussi dans la découverte de ce sport. La médiatisation de la Oui. discipline qui n'est pas toujours Oui, évidente en tout à dehors fait. du côté un peu people de la discipline. Exactement, parce qu'on montre trop généralement le polo, c'est un sport de milliardaires, alors qu'en réalité, le polo, c'est accessible à tout le monde. Oui, puis il y a le aujourd'hui. paddock polo aussi. Il y a le paddock polo, il y a l'aréna peut être aussi un débouché. Quand je parlais de la saison qui commence au printemps et qui finit au mois d'octobre, il y a à créer actuellement une saison d'hiver en indoor et qui peut être très intéressante. Le match de France-Angleterre dimanche après le Grand Prix du Gucci Master va être une expérience très intéressante parce que justement, on va voir une compétition internationale qui sera un 2 contre 2 avec Pierre-Henri qui jouera et Brieux-Rigaud, les deux meilleurs 5 de handicap de l'équipe de France, Ouais. contre 2 joueurs anglais. Ça va être assez intéressant à voir. Alors, ce qui va être assez intéressant, ça va se passer le 6 septembre l'année prochaine. Alors, on va le voir sur l'infographie que nous avons. C'est qu'effectivement, le polo a été olympique. Ça n'a pas duré, Oui. mais il est en démonstration aux Jeux équestres mondiaux l'été prochain. Tout à fait. Il y a une journée qui est le 6 septembre où il y aura un match justement de l'équipe de France à 18 goals, puisque actuellement l'équipe de France peut arriver à 18 goals, c'est-à-dire la somme des handicaps arrive à 18, contre une équipe du reste du monde. C'est-à-dire que normalement, il y aura un joueur de la zone, il y a différentes zones dans la Fédération internationale de polo. Il y aura un de la zone des États-Unis, un de l'Amérique du Sud et un des pays d'Asie. D'accord. Ce sera soit un Sud-Africain, soit un Australien qui viendra avec un Anglais, certainement. Donc ces 4 joueurs vont s'associer pour jouer contre l'équipe de France. Et parallèlement à ça, il y aura aussi une démonstration de tout jeunes joueurs sur des Shetland. On fera, parce que ça existe aussi. Lui a commencé aussi tout petit. Hein, À poney? Bien sûr, à Avec- poney, avant on jouait à la mode Beuvron. Et c'est vrai que souvent les passions, elles se déclenchent très vite. Et c'est vrai qu'à poney, on s'amuse, on est un groupe de copains et c'est très amusant, très intéressant. Et on voit souvent émerger de bons joueurs comme ça. Et des cavaliers masculins, du coup, ce qui n'est pas toujours évident à maintenir dans les centres équestres. C'est vrai. Oui, mais je rebondis parce qu'on en voit de plus en plus des jeunes femmes ou des jeunes filles qui sont intéressées par ce sport, d'où la création de cet Open de France féminin et puis de plusieurs compétitions internationales féminines. Et il y aura justement ce jour-là aussi des adolescents avec des équipes, une équipe internationale des pays du monde entier avec 2 filles et 2 garçons et une équipe française avec 2 filles et 2 garçons pour un petit match amical avant le France contre le reste du monde. D'accord. Alors, la sélection va être difficile, j'imagine? Ou l'équipe de France et globalement les meilleurs goals qui vont être sélectionnés pour là, arriver à ces 18 goals? Pour ces 18 goals, on a déjà nos 2 5 de handicap qui vont jouer le France-Angleterre dimanche.
Et puis après, il y a entre 4 et 6 joueurs de 4 de handicap français qu'on sélectionnera en fonction du moment. C'est vous qui avez cette charge-là? Je ne suis pas tout seul, hein. J'ai cette charge-là, mais il y a quand même à l'intérieur de la Fédération française une commission équipe de France. Et je veux pas, il faut quand même qu'on ait des avis différents. Vous savez, la France aime bien discuter. Alors. Bon, eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous deux d'être venus. Nous, on se retrouve demain pour une autre discipline. Demain, place au dressage. Bonne fin de soirée.